This meeting is being recorded. Bonjour tout le monde. Merci Alice Fernet de votre nom de scène, on va dire, d'avoir accepté notre invitation pour la lecture essentiellement de la conversation amoureuse, mais aussi de l'intimité. Il s'est écoulé beaucoup de temps entre les deux romans et vous allez nous parler certainement, on va avoir l'occasion de parler de l'évolution de votre écriture, de l'évolution de votre personne aussi. Euh, nous aurons le plaisir d'échanger autour de ces deux romans. Vous dites, je n'ai pas une âme de militante. Dans la vie, je me tais. Mais un livre, c'est une voix. J'ai simplement besoin de connaître mon sujet. Et vos sujets, vous semblez parfaitement les maîtriser. Vous lisez, vous apprenez, vous découvrez les travaux de ceux qui ont étudié la question et vous dites que votre plaisir dans l'écriture est de vous servir du roman comme outil d'exploration pour faire le tour d'un sujet. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, le roman n'est pas une simple histoire. C'est un levier de mobilisation, si ce n'est votre instrument de lutte. Êtes-vous d'accord? Oui, je comprends qu'on dise ça en lisant mes romans. En même temps, si j'y réfléchis, je pense que c'est vrai que j'ai souvent écrit finalement sur des personnages engagés ou sur des sujets engagés. Mais je me demande si c'est pas parce que justement, en étant seulement engagée dans l'écriture et donc assez peu dans l'action, je suis fascinée par les gens qui sont engagés dans l'action, comme par exemple Paul Watson. Et, et donc, j'écris, ou par exemple, la première fois où j'ai fait ça, c'est en écrivant Grâce et dénouement, cette libraire qui va lire des livres à des enfants qui sont privés d'école. Euh, c'est parce que, d'une certaine façon, c'est parce que je ne le fais pas et que j'admire les gens qui le font. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai une espèce de nécessité à travailler à l'écriture. Mais de ce fait, je consacre mon écriture aussi à rendre hommage aux gens qui font ce que je ne fais jamais, si vous voulez. C'est comme si l'écriture, c'était mon obligation, qu'elle me prend tout mon temps. Et la seule chose qu'elle me permette de faire pour l'engagement, c'est de rendre hommage à ceux qui s'engagent. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas, non, je peux pas avoir une âme de militante. Alors d'une part parce qu'effectivement j'ai ce besoin de lire beaucoup, d'écrire beaucoup, et, et une curiosité qui ne va pas forcément s'intéresser à des sujets engagés. Et puis aussi parce que je me rends compte que j'arrive jamais sur n'importe quel sujet, je n'arrive pas à être exempte d'un doute qui fait que je ne veux pas donner vraiment mon avis. Je suis jamais sûre d'avoir raison. C'est très rare, je trouve d'ailleurs, d'être sûre d'avoir raison. Et donc, on ne peut pas être militant. C'est ce que j'aime pas dans le militantisme. C'est ce côté, c'est la radicalité que ça réclame. Moi, je n'arrive pas à être radicale parce que très souvent, je me mets à la place de l'autre. Ça m'arrive d'avoir de l'empathie envers des gens qui la méritent à peine. Et d'ailleurs, ça peut m'avoir causé du tort. Par exemple, quand j'ai écrit ce livre sur le dernier fusillé politique français, Jean-Marie Bastien-Thierry, qui a essayé de tuer le général de Gaulle, ma compassion, parce qu'il est mort, pas du tout le fait que je partageais ses idées, a fini par me nuire, vous voyez. Mais donc oui, je suis pas quelqu'un qui est sûr de lui. Voilà. Alors, c'est aussi quelque chose qui va bien avec l'écriture, parce que je vois l'écriture comme toujours la chance de se corriger, d'approfondir. Ça va pas aussi vite que l'action, ça va beaucoup moins vite que la vie. On a une chance d'être un peu plus intelligent chaque jour où on se met devant son manuscrit. Donc, vous voyez, le fait que je sois pas sûre de moi, que souvent je sois capable d'envisager le point de vue de l'opposant, euh, euh, va bien avec l'écriture parce que effectivement dans l'écriture je peux envisager tous les points de vue, je peux constamment réviser, détailler les pensées. Donc les deux choses pour moi dans mon caractère, je sens que les deux choses vont ensemble. Le fait que l'écriture me convient parce que justement je suis pas sûre de mes pensées. Vous Donc êtes elle joue le rôle à la fois de
je reprends l'expression d'Annie Arnaud, une sorte, un couteau, vous voyez, un scalpel pour aller de plus en plus chercher la vérité, entre guillemets, hein, s'approcher le plus de la vérité des choses, des personnes, des situations, des gestes, mais en n'étant jamais sûr. Hein. Il y a un côté, je trouve qu'il y a une espèce de parallèle à faire entre avoir l'esprit d'escalier et écrire. Écrire, c'est un peu avoir l'esprit d'escalier. La veille, on n'a pas pensé à quelque chose et le lendemain, on y pense. Et moi, ça me convient très bien. Vous voyez, outre que je ne suis pas militante, je serais incapable aussi de débattre, d'avoir des débats. Pendant des années, j'ai pensé que je parlais bien parce que j'avais réussi mes études. À l'oral, on me disait toujours que j'étais très bonne, etc. Et depuis au moins 10 ou 15 ans, j'ai compris que non, je ne parle pas bien. J'ai besoin de beaucoup plus de temps. Donc l'écriture, finalement, je m'aperçois, vous voyez, à mon âge maintenant, que ça me convient très bien. Pour ces raisons-là, le doute, le besoin de toujours détailler, tout ça est parfait. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous avez quand même signé dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Simone en Oui, 2013, signé une un lettre de lettre François ouverte. Hollande. Oui. Et ben c'est euh, typique, vous voyez, si je suis sincère, c'est typique. Je l'ai signé pour une raison qui, au fond, apparaît très mal dans la lettre. Et d'ailleurs, si je résume aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu signer ça c'est la preuve que je ne suis pas du tout militante et que je suis stupide et que je ne suis pas assez au clair avec mes pensées, parce que j'étais favorable au mariage pour tous et depuis très très longtemps, j'étais favorable à l'égalité des droits, quels que soient les goûts sexuels qu'on exprime. Mais j'étais effectivement choquée par la gestation pour autrui. C'est pour ça qu'ensuite j'ai écrit l'intimité. oui. Et j'ai signé cette lettre uniquement pour cette raison, mais c'est pas du tout apparu la lettre. En fait, vraiment, c'est un de mes grands regrets. Je me dis c'était une erreur parce que ça correspond pas du tout à ma pensée. Pardon, Donc, mais vous pour pouvez moi, préciser, vous pouvez oui, alors, préciser ce que c'était cette lettre bah, de en fait, ce collectif Simone? une Je ne sais lettre. pas de quoi on parle. Oui, Alors, c'était une lettre au président de la République qui a été signée par une cinquantaine d'intellectuels, dont Eliette Abécassis, qui était mon amie, et c'est elle qui m'a téléphoné. Et je me rappelle encore comment je l'ai signée. C'était genre avant le déjeuner, je l'ai lu à toute vitesse. Je lui ai dit oui, d'accord, signe. Et ça a eu des conséquences dévastatrices parce que tout le monde m'a perçue comme homophobe, opposée au mariage pour tous, genre famille pour mariage pour tous, comment c'est la manifestation, je me rappelle même plus son nom. Et la lettre, en fait, était quand même était trop sévère. Et moi, à l'époque, je n'ai pas senti cette sévérité parce que je l'éprouvais pas. Mais elle était censée demander au président de la République de réfléchir aux conséquences du mariage pour tous, en particulier au fait qu'il ne fallait pas que les enfants ne connaissent pas leurs véritables actes de naissance, donc leurs origines, et qu'il ne fallait pas que ça favorise, par le biais de l'égalité entre les couples d'hommes et les couples de femmes, la gestation pour autrui. Moi, c'est ça qui m'avait convaincu de dire OK, je la signe. Mais je pense qu'elle n'a pas été perçue comme ça, que certaines des personnes, des signataires, étaient opposées au mariage pour tous, que moi je ne savais pas. Donc, vous voyez, c'est typique et je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps que j'avais un jour demandé à un ami de signer une pétition à propos des baleines, un écrivain, je ne dirais pas son nom, et il m'avait dit non, non, moi je ne signe rien parce que ça pose toujours des problèmes. Ben, j'ai fait l'expérience et c'était un manque d'expérience typique de signer cette lettre. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça me fait passer pour une militante alors que je ne le suis pas du tout. Mais pour moi, j'ai signé cette lettre comme justement. Alors, c'est vraiment la preuve que je ne suis pas une militante. Parce que c'était je n'ai pas assez réfléchi, j'ai été mal comprise et je suis vue comme à peu près le contraire de ce que je suis. Donc, c'est terrible. En tout cas, moi, j'y ai vu un lien avec l'intimité parce que quand on lit l'intimité, on voit bien pourquoi vous avez
si vous étiez convaincu par une certaine cause, quelle cause vous a poussé à signer cette lettre? On le voit dans l'intimité, dans les sujets développés dans l'intimité. Mais avant l'intimité, on va retourner en arrière avec Alice Fernet qui avait 35 ans à l'époque, je crois, et qui a écrit La conversation amoureuse, un livre formidablement moderne, formidablement actuel. Euh, Qu'est-ce que tu en dis, Zainab, avec la première question de notre ami Hej? Donc, la conversation amoureuse est une version moderne du banquet de Platon, comparable au fragment du discours amoureux de Barthes, puis- puisque la relation d'amour y est représentée et analysée avec toutes ses facettes. La passion, l'attente, la complicité, le manque ou le silence éloquent. Qu'en a été la source d'inspiration? Ouais, alors d'abord, c'est incroyable que vous parliez du banquet parce que dans mes documents préparatoires, c'est le premier livre que j'ai lu et je me demandais est-ce que je pourrais écrire le banquet, quoi. Il y avait un côté comme ça. Et après, j'ai lu aussi évidemment Fragment d'un discours amoureux qui est pour moi un livre extraordinaire et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses et qui m'a permis d'écrire certaines scènes, je vous dirai après lesquelles. Mais alors après la source du livre, il y a une double source. Il y a d'une part, je pense que 35 ans, c'est l'âge. Moi, je m'étais mariée à 25 ans, donc j'avais 10 ans de mariage. Euh, J'observais autour de moi des gens qui se séparaient, qui, par exemple, étaient capables de me dire de manière extrêmement simple, ben, je le quitte, je la quitte parce que je ne l'aime plus. Et moi, je me demandais, on va revenir encore à toujours cette espèce d'opacité que j'éprouve souvent, je me disais que moi, par exemple, j'avais jamais été capable de me dire aussi limpidement je l'aime plus ou je l'aime. Il y avait toujours, j'ai toujours éprouvé très fortement l'ambivalence de l'amour. Donc en fait, j'ai eu ce moteur de me dire bah, quand est-ce que on peut, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Qu'est-ce que ça veut dire je ne t'aime plus? Très concrètement. Et aussi, une des questions que je me posais, c'était, entre guillemets, quel serait le bon amour? C'est-à-dire, quel est l'amour que j'ai envie qu'on me donne? Quelle est sa qualité, sa forme, sa nature? Et quel est l'amour que je devrais, dans ce cas, rendre, donner? Je voulais réfléchir à la qualité de l'amour d'une certaine façon, à la fois à sa nature et à sa qualité. Il y avait une autre chose aussi qui me motivait. Alors ça, ces questions-là étaient très liées à ma vie, à ce que j'éprouvais dans la relation amoureuse, aux questions que je me posais à l'âge que j'avais. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle je me suis lancée dans le livre, c'était que j'avais fait ma thèse en économie sur l'économie de la famille. J'avais cherché à faire des modèles qui expliquaient l'entrée des femmes sur le marché du travail, parce que la théorie économique ne l'expliquait pas à l'époque. C'était Gary Becker, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel pour ça, qui avait fait des modèles d'organisation du travail et qui avait montré l'optimalité de la division du travail, les femmes à la maison, les hommes sur le marché. Et or, c'était plus ce qu'on observait. Donc, moi, j'avais essayé de modéliser la famille pour trouver des espaces dans lesquels la participation des femmes au marché du travail était optimale. Et pour écrire ma thèse, j'avais lu beaucoup de choses en sociologie, en droit, et j'avais fait plein de découvertes que je n'avais pas du tout utilisées dans ma thèse parce que la théorie économique est très stricte, il y a un paradigme, on ne peut pas en sortir, on est obligé de procéder suivant la méthode de la discipline. Et une des choses qui m'avait beaucoup frappée, c'était vraiment toute l'analyse marxiste de la famille, comme finalement le patriarcat a été une manière de contrôler les femmes pour que les hommes transmettent leurs biens à leurs enfants et pas à des enfants illégitimes. Du coup, j'étais très frappée par la dissymétrie des lois par rapport à la fidélité féminine et à la fidélité masculine. Et j'avais très envie, pendant que j'écrivais ma thèse, je m'étais dit, il faudrait faire une histoire de la fidélité conjugale.
j'ai fini ma thèse et là, j'ai aussi senti que on est économiste, mais on n'est pas historien, ou on est historien, on n'est pas économiste. Et je me suis dit, si je fais une histoire de la fidélité, ça sera de la merde, ça sera mal fait parce que je ne suis pas historienne. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un roman sur la fidélité conjugale. Alors, au début, j'avais fait un tableau avec différentes configurations de couples. Alors, il y avait 3 variables. Il y avait heureux, malheureux. Il y avait la situation matrimoniale. Alors, c'était marié, divorcé, séparé, célibataire, etc. Et, enfin, c'est tout d'ailleurs. Et puis, il y avait heureux, malheureux. Et j'ai croisé toutes les variables et j'ai sélectionné 8 couples, tous différents. Alors, il y avait par exemple fidèle, malheureux, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, il y avait ce couple. Je me souviens qu'à l'époque, je disais à mes amis, mon livre, ils me disaient sur quoi t'écris. C'était le début des moments où j'osais à peu près parler. Enfin, je commençais à me sentir quand même une romancière. Et je leur disais, j'écris, dans mon livre, il y a 8 couples et 9 histoires d'amour. Et donc, le livre est parti de cette manière-là. Vous voyez, donc il y avait 2 sources. Il y avait mon travail, finalement, de tout ce que j'avais fait sur la famille. Et puis, il y avait l'envie de réfléchir à finalement la nature du bel amour. C'était ça. Et d'ailleurs, une des choses que m'a petit à petit amené à penser l'écriture du roman, c'était que la 9e histoire d'amour entre Gilles et Pauline, c'était un très bel amour parce qu'il n'y avait aucun intérêt. C'était complètement gratuit. Pas d'intérêt matériel, pas d'intérêt financier, pas d'intérêt familiaux. C'était juste un lien d'amour. Et ça, je trouvais ça très beau. Ça m'a vraiment fait penser à ça, à un amour gratuit. Le choix, Zainab, de la conversation. Oui, donc dans votre roman, la conversation semble être un élément central de la relation amoureuse. Pourquoi avez-vous choisi de mettre l'accent sur cet aspect? Pourquoi une conversation? Oui, alors d'abord au début, c'était pas conscient, hein. Et il faut savoir aussi quelque chose de rigolo, c'est quand donc j'ai écrit le livre entre l'année 98, 97, 98, 99. Hein, je l'ai fini en septembre 99. Mon éditeur, Hubert Missen, l'a lu un an avant sa parution. Et c'était mon 4e roman et qui allait être publié. Et j'en avais écrit 2 avant ces 4-là, 2 qui n'ont jamais été publiés. Et depuis le début, j'avais un gros problème avec les dialogues. Parce que j'avais une idée très poétique, lyrique de la littérature. J'aurais été incapable d'écrire qu'est-ce que tu as fait cet après-midi. C'était pas possible, ce qui est quand même un handicap. Hein. Alors, je me souviens qu'au bout de. Donc, j'ai fait 2 livres où il n'y avait aucun dialogue. Et puis, ça m'inquiétait beaucoup. Je sentais bien que le roman était très limité. Je pouvais pas faire je pouvais faire que de la diégèse, mais pas de mimésis, quoi. Je pouvais rien mettre en scène. Et j'avais demandé conseil à celui qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui est Patrick Grinville. Et je me souviens que c'était donc avant le 3e livre. Il m'avait dit, tu devrais lire Le Chant du monde de Giono. Et j'ai lu tous les livres de Giono, qui pour moi est un dialoguiste extraordinaire et qui était parfait pour découvrir vraiment des beaux dialogues parce que justement, c'était pas prosaïque, ça rentrait parfaitement en harmonie avec la beauté de l'écriture de Giono et néanmoins, c'était des dialogues. Je me suis donc lancée dans les dialogues pour ce livre qui s'appelait Grâce et dénuement et j'étais tellement bloquée sur les dialogues que je n'arrivais pas à les sortir du texte. Donc, ils sont vraiment dans le texte avec des dit-il, dit-elle. La conversation s'est écrite complètement dans cette suite-là. Tout doucement, j'apprivoisais les dialogues et en même temps, ils étaient absolument nécessaires. Comment raconter des histoires d'amour sans faire parler les gens? C'était pas possible. Hein. Mais les dialogues sont encore dans la narration, ils sont pas extraits, on les voit pas, quoi, ils sont dans le texte. Et alors c'était fondamental et en même temps c'était très bien puisque la chose qui m'intéressait le plus,
dans la relation humaine, hein, pas seulement amoureuse, c'est toujours cette sorte de mystère, de jeu, de tromperie possible qui est contenue dans le langage. C'est toujours cet écart entre ce que je dis et ce que je pense. Et en particulier dans toutes les rencontres et la séduction, je voulais vraiment mettre à jour et écrire les deux niveaux de la conversation. Qu'est-ce qu'ils disent et en fait, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, qu'est-ce qu'ils ne disent pas qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient dire mais qu'ils n'osent pas dire, comment ils sont en train de décrypter tout ce qui se dit. Ça m'amusait beaucoup et ça me paraissait typique de la relation amoureuse. Donc, c'est pour ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que donc, le livre n'avait pas de nom, n'avait pas de titre. Je n'avais pas de titre, j'avais que des titres, mais épouvantables, des titres tellement mauvais que je n'osais les dire à personne. Et un jour, le livre était déjà bien avancé. Je suis au téléphone avec un autre ami écrivain qui s'appelle Claude Bramy, qui a écrit d'ailleurs un très beau livre sur son enfance en Tunisie qui s'appelle Parfum des étés perdus. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire. C'est un livre extraordinaire, merveilleux, de Claude Bramy, B-R-A-M-I. Et je lui dis, oh là là, Claude, ça ne va pas du tout, mon livre c'est nul, il ne se passe rien, c'est que des conversations amoureuses. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est le titre de mon livre. Et alors, une fois que j'ai eu le titre, ça a encore plus renforcé le côté conversation, évidemment. Oui. Mais parce que c'est drôle, parce que là, j'ai un livre qui va sortir en septembre qui est sur l'amitié. Et l'amitié homme-femme. Et en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, je me disais, quand on est amis, comment on devient amis et comment ça se manifeste, on parle. Mais ça doit être pareil avec l'amour, en fait. Toutes les relations humaines commencent par se dire des choses, avec ce stade de faire des confidences, etc. Mais il y a rien sans parole, hein, vous voyez. Si, alors il doit y avoir des amis qui font des choses ensemble et qui sont un peu des taiseux, mais enfin, il y a beaucoup de paroles. Donc forcément, on est obligé d'écrire la conversation. Pardon, je reprends la parole. Mais ce que vous dites entre le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on pense réellement, vous l'avez aussi beaucoup traité dans ce bouquin qui était si dur, qui était Les Autres. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Où c'était en permanence ce jeu entre qui on paraît être, qui on aimerait être, comment les gens nous perçoivent et ce que l'on est vraiment. Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a un peu les deux choses. Il y a qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on pense vraiment. Et parce que ce matin encore, je parlais comme ça avec quelqu'un d'un sujet qui est très séparateur et il me disait, en gros, si on dit ce qu'on pense, on risque d'être mal vu par ses amis. Et donc, il y a vraiment ça. Et puis, effectivement, il y a la manière dont c'est reçu. Hein. Le langage est vraiment un sale truc parce que on peut être sincère et pas bien compris. On peut être insincère et valorisé pour cette insincérité. Et effectivement, l'étape suivante, c'est comment les autres vous perçoivent. Et oui, les autres, c'était la suite, c'est vrai. Et là, pour le coup, c'était la première fois que j'avais réussi à faire carrément là des dialogues, puisqu'il y avait la bande son du jeu, je me souviens. Hélène, le son. Ah oui, il n'y a pas de son, c'est vrai. Je vois. Et, Jamie, vous m'entendez? C'est bon? Oui, pas trop bien, mais ça. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Donc, ma question, elle est plutôt de l'ordre... Oui, c'est bon. De l'ordre général, c'est-à-dire le couple central dans les conversations amoureuses, c'est Pauline. Pauline dit à Gilles, il me semble que le plus souvent, l'amour a besoin de bonnes raisons. Les sentiments servent nos vies. S'ils ne construisent rien, nous les abandonnons. Et pourtant, je trouve que dans le livre, la relation entre Gilles et Pauline reste, elle change, elle mute. Lui, il devient peut-être plus distant, elle développe comme une dépendance pour lui. Et pourtant, ils ne construisent rien.
Il n'y a pas ce schéma de relation qu'on a l'habitude d'avoir dans la vie. Hein. On se rencontre, on tombe amoureux, on crée une famille, on fait des enfants, etc. Est-ce que vous-même, je ne sais pas, à l'époque, aujourd'hui, c'est peut-être différent, hein, vous désavouez cette affirmation? Est-ce qu'en vrai, l'amour et la passion n'ont pas de raison réelle? C'est quelque chose qui nous arrive. Oui, non, c'est une très bonne question. Puis ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur finalement le fait qu'en écrivant le livre, j'avais admiré ce bel amour parce qu'il était justement gratuit. Parce que d'une certaine façon, il ne construisait rien d'autre que lui-même. Mais alors, est-ce que alors, c'est clair que là, Pauline dit quelque chose que je subodorais, en tout cas, que je pense que je le pensais déjà. Et je le pense beaucoup, mais juste à l'observation du monde. Hein. C'est-à-dire, même aujourd'hui, où ça fait 20 ans que j'ai divorcé, quand je regarde les couples de mon âge qui sont toujours ensemble, j'avoue qu'il y en a très peu qui me font envie. Et très souvent, je vois les mauvaises raisons pour lesquelles ils sont restés ensemble, vous voyez, y compris d'ailleurs des dépendances. Et ce que je pense, c'est que l'amour et la passion, enfin l'amour en tout cas dans sa première forme, hein, ça me fait penser au livre de BD L'amour dure 3 ans, que personnellement, je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une période bénie, mais ensuite, j'ai vraiment le sentiment qu'ensuite, l'amour doit rentrer dans quelque chose qui est social. Parce qu'au début, c'est le sentiment, et le sentiment n'est pas un lien social, mais très souvent ensuite, il se concrétise en un lien qui devient social, vivre ensemble ou se marier ou avoir des enfants, ça devient quelque chose de social. Et, et effectivement, toutes ces concrétisations, toutes ces réalisations de l'amour le renforcent. Et j'admire beaucoup certains couples qui n'ont pas d'enfants et qui restent toute leur vie ensemble. Ça prouve que là, vraiment, oui, on a affaire à un amour qui dure. Mais sinon, de plus en plus, je pense que l'amour est pas très fiable et pas très. Il n'est pas éternel, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on rêve tellement à l'amour éternel. Et toutes les choses concrètes qu'il crée au moment où il a de la force deviennent finalement des raisons pour lui de durer. Mais quand il construit rien, je trouve qu'il est incroyablement fragile. Et ça va d'une certaine façon, cette pensée, avec sans doute tous ces gens, toutes ces phrases que j'ai entendues de gens disant ben non, je l'aime plus, je l'aime plus, je l'aime plus. Quoi. Qu'est-ce qu'on entend? Combien de fois on entend ça, vous voyez? Et donc, non, et alors, c'est vrai qu'en plus, j'ai sûrement perdu et des plumes et des illusions. Et c'est vrai que maintenant, je me souviens qu'une des choses qui m'a fait écrire le livre, c'était alors que j'étais mariée depuis 10 ans, donc mariée jeune, parce que donc mon mari et moi, on avait tous les deux 25 ans quand on s'est mariés, ce que maintenant je trouve incroyablement jeune, puisque les comportements ont beaucoup changé. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe si on tombe fou amoureux de quelqu'un d'autre? Et j'avais d'ailleurs très peur que mon mari tombe fou amoureux de quelqu'un d'autre. Et on en parlait, je me souviens, parce que d'ailleurs, beaucoup de choses venaient dans le livre parce qu'on parlait. Et on se disait, bah, c'est la vraie tuile. C'est vraiment un problème. Et d'une certaine façon, j'écrivais le problème, vous voyez. Mais est-ce l'amour qui est coupable ou est-ce plutôt le contrat social qu'on fait autour de l'amour, à savoir le mariage, à savoir s'installer, fonder une famille parce que l'amour, peut-être que lui, il est... la preuve, c'est qu'on peut, par exemple, être comme elle était Pauline. Pauline aimait son mari, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une étincelle pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plutôt cette institution du mariage qui tue tout, qui bousille tout. Oui, c'est l'exclusivité qui pose un C'est problème. ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Bah, c'est une des choses que j'interrogeais dans le livre. Par exemple, beaucoup de gens à l'époque avaient été choqués qu'elle soit enceinte. Et je me souviens, c'est quand même assez drôle. Enfin, je pense que le plus amusant, c'est de connaître les dessous du moment de l'écriture. C'est pour ça que je vous les raconte. Je me souviens que donc j'avais écrit 3 livres dans lesquels il y avait beaucoup de femmes qui avaient des enfants. Il y avait vraiment, dans ce que je voulais écrire, un hommage à la maternité.
Et puis, et les gens trouvaient que les hommes de mes livres, ce qui est marrant parce que maintenant, 30 ans après, je suis plus du tout vue comme une féministe alors que j'ai toujours été très féministe. Mais effectivement, il y avait dans mes livres des hommes assez phallos et des femmes puissantes. Et ça correspondait, je m'en rends compte maintenant et je m'en rendais un petit peu compte, ça correspondait complètement à ma vision du monde. Moi, à l'époque, j'aurais dit, mais je détesterais être un homme, c'est bien mieux d'être une femme. Donc, j'écrivais ça. Et puis, je commence la conversation avec mes 8 couples. Et je me souviens que j'avais dit à Hubert Nissen, qui me posait un peu des questions, je lui avais dit, ah ben dans ce livre, il y aura des hommes et il n'y aura pas de femmes enceintes. Donc, j'ai écrit les premières pages du livre. Dans ma tête, elle n'est pas du tout enceinte. Et puis, un jour, donc, j'ai écrit une conversation où ils sont à une table de bistrot. Et c'est une époque où j'avais vraiment fait l'expérience de l'inspiration, c'est-à-dire, tout d'un coup, vous n'êtes plus dans la réalité, vous passez dans votre livre et c'est comme si vous assistiez à l'histoire que vous écrivez. Et donc, un jour, vraiment, expérience d'inspiration, je passe à table avec eux et elle lui dit, j'ai quelque chose à vous dire, j'attends un enfant. Vous voyez, je me rappelle encore exactement la phrase. Ce qui n'était pas du tout prévu. Et ensuite, je me suis dit, ah bah tiens, alors elle est enceinte, qu'est-ce que j'en pense de cette idée? Puisque vous avez des idées, ça, vous ne maîtrisez pas les idées qui vous viennent, mais vous choisissez si vous les gardez ou pas. Et je me suis souvenu que la grande raison pour laquelle les femmes étaient tellement fliquées, pour laquelle l'adultère féminin était pénalisé, etc., c'était le problème de l'enfant illégitime. Et donc, je me suis dit, mais très bonne idée, je la garde parce qu'au moins, elle attend un enfant de son mari, elle ne fera pas d'enfant illégitime. Donc, je garde l'idée. Et voyez, donc c'était toute une réflexion qui était liée justement à l'exclusivité sexuelle, en effet. Les raisons de l'exclusivité sexuelle imposées aux femmes, on les comprenait bien. Elles sont évidemment beaucoup moins valables depuis la contraception. Et moi, j'étais très contente d'y réfléchir et effectivement de mettre en scène une autre relation qui mettait finalement pas en péril. Peut-être c'est ce dont je rêvais, hein, des relations extra-conjugales qui mettent pas en scène, qui mettent pas en péril un mariage. Hein. Mais bien sûr que c'est comme s'il y avait une inadéquation entre la volatilité sentimentale et la structure sociale. Hein. Mais sans doute la structure sociale, quand on lit par exemple Alain Corbin, des gens comme ça, ils ont très bien montré que la société a besoin d'exercer un contrôle sur les pulsions, mais toutes les sortes de pulsions, hein, la pulsion de paresse, la pulsion d'amour. Il faut, donc on met des emplois du temps, des institutions, et le mariage en est une, c'est sûr. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle avec les jeunes, ils n'ont plus du tout cette idée qu'ils vont passer toute leur vie avec la même personne. Oui, déjà, ils ont pas. Enfin, tout a changé, mais ne serait-ce sans parler de la personne, de la même personne, les jeunes ne veulent pas comment dire, ce cadre scolaire qu'on avait nous. Même le travail, ils veulent changer de travail, ils se voient pas toujours dans le même travail, etc. Et peut-être que effectivement, ça va un peu changer les mentalités, mais de là à peut-être devenir polygames tous ou abolir l'institution du mariage, je ne sais pas si on en est proche ou loin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, bah, ça sera comme tout, il y aura une coexistence, hein, c'est un peu comme... parce que déjà aujourd'hui, enfin en France, je crois qu'on est à 60% d'enfants qui naissent hors mariage, donc ça montre bien que aussi bien avoir des enfants, vivre ensemble, etc., et plus connecté au mariage. C'est vrai que là, pour le coup, moi, quand je me repense à l'éducation que j'ai eue, je me dis que j'ai été élevée comme un dinosaure, quoi. Mais j'ai beaucoup changé. Mais typiquement, aucun de mes enfants n'est marié et il a envie de l'être. Donc, c'est rigolo. Hélène, je crois que Alice Fernet a répondu à ta deuxième question. C'est ça. Ma deuxième question, justement, c'était sur le fait que Pauline est enceinte au moment quand elle rencontre Gilles. Et je voulais vous demander ce que c'était justement pour souligner la transgression
qu'elle commet en fait, encore plus grave. Non seulement elle trompe son mari, mais en plus elle est enceinte. Et est-ce que dans votre réflexion, c'était quelque part pour démontrer que on a souvent lié, nous, dans la société traditionnelle, le désir d'avoir un enfant avec le désir sexuel. Mais c'est que le désir de maternité peut être complètement déconnecté vous voyez, du désir sexuel. Une femme peut avoir le désir d'avoir un enfant, devenir mère, mais c'est pas lié à un désir amoureux, tout simplement. Bah, sincèrement, comme je vous raconte comment l'idée est venue, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais avec eux assis à table et elle lui dit ça, donc c'est complètement non contrôlé. Hein. Et la seule raison pour laquelle j'ai gardé l'idée, c'était qu'elle allait justement, elle déboutait cet argument de ah ben si une femme qui trompe son mari risque de lui faire un enfant dans le dos. À part ça, je trouvais que l'idée, effectivement, est très intéressante. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que je me souviens dans une librairie, lors d'une rencontre, il y a une femme qui s'est levée en disant que c'était pas possible d'avoir envie de coucher avec un autre homme que son mari quand on était enceinte. Et moi, j'avoue que j'avais pas d'expérience pour répondre, ni d'exemple. Hein, c'est vraiment très imaginaire. Et là, il y a une gynécologue qui s'est levée pour répondre et qui a dit mais si, c'est très fréquent. Parce qu'en gros, il y a une situation hormonale propice au désir. C'était génial, c'était très drôle. Mais j'avoue que je ne suis pas une experte de ça. Oui, avec les hormones qui vont dans tous les sens, je pense que c'est très, très possible. Alice Fernet, aujourd'hui, 25 ans plus tard, qu'est-ce que vous changeriez dans la conversation amoureuse? Je peux même pas répondre à la question, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est marrant, je suis allée le chercher parce que je me suis rendu compte, j'ai pris d'ailleurs un bel exemplaire parce que regardez, je ne sais pas si c'est Patrick Grinville qui m'en avait fait cadeau, il avait fait la critique et il m'a donné l'exemplaire avec toutes ses notes. C'est très beau, je trouve. Et puis, c'est joli parce qu'il y a ma dédicace. Il y a vraiment, vous voyez là ou pas? Oui, oui, on voit. Il y a plein de choses qu'il a écrites. Et puis, alors, il y a ma dédicace et après, il y a sa dédicace. C'est très chouette. Et donc, alors, c'est un livre, je ne peux pas le rouvrir. Dès que je le rouvre, je le trouve complètement niais. À l'époque, il y a des femmes qui m'ont beaucoup agressée en me disant que c'était niais. Et je me disais, mais non, c'est pas niais ou c'est entre guillemets, on est niais quand on est amoureux. Ça, c'est possible. Hein. Mais maintenant, je me dis, mais elles avaient raison. Je ne l'aime plus du tout. Il y a quelques passages que j'aime bien, mais peu. Donc, je dirais, je ne pourrais plus écrire ce livre-là, en fait. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis à des années-lumière de ça. Alors, à la fois par le fond et par la forme. Donc, si je devais le réécrire, ça serait intéressant d'ailleurs hein, de se dire, tiens, ok, je reprends la même situation, comment je l'écris aujourd'hui? Je ne l'écrirai pas du tout comme ça. Et pourtant, on s'y retrouve aujourd'hui. Bon, la forme, peut-être, vous dites parce que, je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes divorcé, qu'à l'époque, vous ne saviez même pas si vous auriez pu dire je l'aime plus, etc. Aujourd'hui, vous avez fait un choix, vous êtes allé au bout de ce choix, etc. Mais dans le fond, on s'y retrouve. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti vrai. Oui, le texte n'a pas trop vieilli, tant mieux. De toute façon, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas lu depuis 25 ans. Hein. Comme je ne relis pas du tout mes livres. Oui. Ou alors, si jamais je vais en ouvrir un, c'est que ça va vraiment très mal. Hein. Ça veut dire que j'arrive plus à écrire et que je me dis, bon, comment je faisais avant? Comme ça. Mais... Laure, est-ce que vous avez une question avant qu'on passe à l'intimité? Je suis dégoûtée que que vous l'aimez plus ce livre. Il m'a tellement marqué, je l'ai tellement aimé. Je me souviens que c'était une de mes amies qui me l'avait conseillé quand il a dû sortir. Donc, j'étais moi-même enceinte, je pense, c'était en 99. Je devais être enceinte de ma fille aînée. Et j'avais trouvé la subtilité de l'âme humaine décortiquée dans cette conversation au troquet, à la sortie des classes où je voyais moi-même les mamans le faire en bas de la maison. Et j'avais trouvé une espèce de sincérité, justement. J'avais pas du tout
Je ne l'ai pas relu non plus depuis longtemps. Et pourtant, il m'a marqué. C'est un des livres qui m'a marqué. Je me suis dit, il y a que il y a que vous, Alice, pour écrire aussi subtilement euh, l'âme humaine, la fragilité d'un sentiment qui naît, la manière dont il naît, malgré le fait qu'elle soit enceinte, malgré le fait qu'elle soit mariée, et tout ce que ça suppose. Je n'ai pas du tout envie de partager votre avis sur le fait qu'il est daté. Ah oui, non, mais moi, je comprends. Je pense, je me dis pas qu'il n'a pas atteint quelque chose de vrai, hein. Simplement, moi, je le supporte pas. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre, hein. C'est bizarre. Oui, franchement, c'est très étrange. Je vais le relire du coup. Mais il faudrait que je m'astreigne à le relire pour voir si j'y arrive. Mais quelle Non, bonne idée vous là, avez par eue exemple, quand je de le lis, réécrire. Là, ce serait génial. Ce oui, serait un ça, exercice fantastique. Oui, de le réécrire. oui, oui, c'est vrai que ben, c'est drôle parce que justement, à propos de l'intimité et du film L'attachement, pendant que Karine Tardieu écrivait le scénario qu'elle m'a envoyé quand elle a fini, j'en ai même eu 2 versions, je m'étais dit, mais c'est génial. Au fond, elle est partie de mon livre et puis elle a pris une autre direction. Et je me disais, ben, rien n'interdirait à un auteur de faire la même chose, hein, vous Oui. voyez. Et ça, je trouve, c'est pareil, ça m'a beaucoup tenté. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant, quel livre de moi je pourrais reprendre. Et puis hop, j'écris complètement autre chose. Bon, Alors, ça mais sera la conversation amoureuse. ouais, je sais pas, oui. Justement, vous me présentez une bonne occasion de transition par rapport à l'intimité que on a lu parce qu'on s'est dit, bon, on a quand même la chance d'avoir l'auteur dont est adapté le film ou inspiré, je ne sais pas, je souhaitais aller le voir, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc je ne sais pas s'il a été vraiment fidèle au roman, bien que je ne vois pas comment elle ait pu traiter toutes les questions. Qui était traitée dans le livre au cinéma. Donc peut-être qu'elle a pris une autre direction, comme vous venez de le dire. Mais l'intimité, moi, je ne le vois pas adaptable, sincèrement, parce que il foisonne de sujets très polémiques. Comment dire, euh, il consigne ce que notre société diffuse, information, réflexion, propagande, sur des sujets hautement polémiques, dont le point commun est bouleverser le schéma traditionnel de la famille. S'aimer, s'accoupler, procréer. Est-ce un parti pris? Parce qu'on n'arrive pas à démêler votre sentiment profond. Êtes-vous en phase avec notre époque? Donc ça, c'est bien qu'on n'arrive pas à démêler mon sentiment profond, c'est Oui. ce que je voulais. Parce que ce que je voulais, moi, c'était réfléchir, mettre en scène. Pour le coup, j'avais un avis qui était quand même effectivement le sujet de départ. C'est un jour, je me suis dit comment je pourrais écrire un roman sur la gestation pour autrui. C'est extrêmement difficile. Franchement, je ne voyais pas. Et, et puis un jour, j'ai découvert, alors je lis énormément, hein, et évidemment, je lis plein de choses qui sortent. Et alors, j'ai découvert à l'époque cet auteur qui s'appelle Peggy Sastre, qui écrit beaucoup de livres sur le genre, les femmes. Et entre autres, elle en a écrit un qui s'appelle No Sex, et qui est un livre sur la sexualité, avec un L apostrophe. Donc, ce courant qui s'appelle Aven, hein, des gens qui mènent une vie sans sexualité. Mhm. Ça m'a beaucoup intéressée, c'était passionnant. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, ah bah tiens, il faudrait que je raconte l'histoire d'un couple qui veut un enfant sans faire l'amour. Et puis ça me paraissait très intéressant dans le sens où effectivement, euh, au moment en 67, on a déconnecté la procréation et la sexualité dans le sens où on a permis d'avoir des relations sexuelles sans faire des enfants. Et puis depuis les FIV, on a permis d'avoir des enfants sans avoir de sexualité. Donc je trouvais ça vraiment extra parce que ça tout de suite, ça saisissait un moment et une caractéristique de notre époque qui est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 manières de faire les enfants. Donc, je trouvais que c'était une très bonne idée.
c'est tout ce que j'avais. Hein. Après, évidemment, j'ai beaucoup lu sur la gestation pour autrui, la médecine, de tous les points de vue, psychiatre, biologiste, etc. Enfin, tout ce que je pouvais trouver. Et puis, j'avais cette idée, et puis je cherchais un peu comment je pourrais commencer. Et je me souviens qu'une des choses aussi qui me marquait beaucoup, c'était qu'il y avait encore chaque année en France une centaine de femmes qui mouraient en mettant au monde un enfant. Et que donc, mettre au monde, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Et puis, tout ce que je savais des pratiques autour de la gestation pour autrui, c'est-à-dire systématiquement une césarienne, en général à 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Et tout ça, ça me paraissait des violences incroyables sur les femmes que je voulais écrire. Et je me suis dit, bon, bah, la meilleure manière de commencer, bah, c'est de raconter un accouchement qui se finit par la mort de la mère. Donc, je suis partie dans le livre, c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est totalement exact. Je suis partie avec ce couple qui part à la maternité et elle va mourir. Et pour vous dire d'ailleurs, les choses vraiment que je trouve extraordinaires dans l'écriture, c'est tout ce qui nous nourrit. C'est que bien avant la naissance de ma première fille, mon mari avait un ami dont la sœur est morte d'une embolie amniotique. Et d'ailleurs, le petit mot que je fais dire au petit garçon quand son père rentre et lui dit que sa mère est morte et qu'il dit déjà, c'est réel. C'est effectivement ce que… Et mon mari, à l'époque, m'avait raconté ça et j'étais mais vraiment épouvantée, quoi. Oui. Et vous voyez, là, au moment d'écrire ça, c'est revenu, oui. Alors que ça faisait 40 ans. Hein. Oui. Et donc, c'est dans le livre. Donc, j'ai commencé comme ça, avec l'idée de la voisine, bon, parce que c'est souvent ce qui se passe. Si on n'a pas sa famille, on demande à sa voisine. Et ensuite, sincèrement, j'ai tiré le fil. Je n'ai fait que tirer le fil. C'est-à-dire, par exemple, j'avais… Et par exemple, cette idée… Alors, avec toujours une colonne vertébrale qui était le présent de notre époque. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? D'où, par exemple, cette idée que le petit garçon n'est pas l'enfant du père de la petite fille qui naît et dont la mère meurt. Parce que c'est typique d'aujourd'hui, voilà, famille recomposée. J'avais toujours en tête ça. Après, j'ai eu évidemment envie de mettre en scène cette voisine qui était féministe et sans enfant parce que je voulais vraiment explorer finalement toute la modernité d'aujourd'hui et effectivement cette revendication. J'ai regardé à l'époque le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'enfants dans le monde, c'est 8%, donc c'est très très peu, vous voyez. Avec quelques pays où c'est plus fréquent, je crois que c'est l'Allemagne, le pays du monde où il y a le plus de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et donc, j'explorais tout ça et effectivement, le livre s'est écrit au fur et à mesure. Alors après, comment les gens se rencontrent aujourd'hui quand ils veulent rencontrer quelqu'un, ils vont sur les sites de rencontres, ce que j'ai jamais fait, hein, vous voyez. Alors, je suis allée sur les sites pour voir comment ça se passait. J'ai acheté le livre noir des sites de rencontres. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, c'est comme ça que je vis l'écriture, c'est que j'ai découvert un nombre de choses incroyables en écrivant ce livre. C'est-à-dire, vous n'aviez pas de trame? Non, j'avais rien du tout. C'est la première fois d'ailleurs que je travaille à ce point-là sans trame. Non seulement, et en plus, parce que c'est arrivé que j'ai pas de trame parce que j'ai une histoire réelle et que l'histoire réelle, je l'ai dans la tête et que donc elle me permet de faire ma trame au fur et à mesure. Là, tout est imaginaire, il n'y a rien de réel, à part effectivement la médecine, à part la réalité sociale, et j'ai tout écrit au fur et à mesure. Et je dois dire que c'était jubilatoire, hein, c'est-à-dire que vraiment, je me suis énormément amusée. Puis effectivement, je voulais qu'il y ait tous les points de vue, cette femme qui ne veut pas d'enfant, sa sœur qui est une mère passionnée. Je voulais montrer aussi la question des hommes et de la procréation, c'est-à-dire par exemple, à un moment d'ailleurs, je ne sais plus qui réfléchit au fait que si une femme décide de ne pas garder l'enfant qu'elle a eu sans intention, elle force la paternité. De la même façon, lui, il dit qu'il l'a forcé à avoir, il voulait absolument son enfant. J'ai essayé comme ça de réfléchir. Vous voyez, c'est en fait la situation originelle qui a tout déclenché.
se déclencher. Justement, Voilà. vous parliez des personnages et autant on peut facilement croiser le modèle de Sandra, la voisine, la féministe qui ne souhaite pas avoir d'enfants, autant le modèle d'Alba, ou de Alba, je ne sais pas comment on dit, reste pour moi assez extrême. Euh, Pourquoi avez-vous cherché à accompagner ce personnage si loin? Parce que pour le coup, là, c'était typiquement, c'est une des critiques qu'on peut faire. Récemment, c'est drôle parce que d'abord, oui, je voulais vous dire que quand vous disiez le film ne pouvait pas prendre tous ces sujets en train, c'est clair. Ça m'a beaucoup. Effectivement, quand j'ai parlé avec Karine au début, elle n'avait pas du tout décidé de supprimer toute la deuxième partie du livre. Oui. Mais on s'est aperçu, et surtout moi, je me suis dit les choses comme ça. Pour lire l'intimité, il faut une dizaine d'heures, je pense, peut-être même 15, je ne me rends pas compte. Pour voir un film, ça dure 1 heure et demie. Oui. Et effectivement, dans un film, on ne peut pas de manière crédible faire tenir tout ce qu'il y a dans mon livre. C'est pas possible. Impossible. Voilà, donc elle a supprimé entre autres justement la sexuelle. Euh, et après, oui, c'était drôle, dans toutes les critiques que j'ai vues passer du film, il y avait une critique qui disait l'attachement, merveilleux film, blablabla, adapté d'un roman. Attendez, quel était le terme qu'il avait employé? D'un roman. Non, c'était pas bavard, c'était. Oh, ça m'énerve de ne pas me rappeler le mot exact. Un truc dans le genre bavard et dogmatique d'Alice Fernet. Et alors, je me souviens que le soir où j'ai lu ça, j'étais assez énervée et j'ai répondu non, c'est pas bavard. Par contre, et dogmatique, c'est pas le bon mot, il voulait dire didactique, c'est Oui. évident. Et Oui. oui, bien sûr que c'est une des choses que j'ai pas réussi à faire disparaître. Comme je parlais de choses quand même très modernes, contemporaines, sur lesquelles ma documentation m'avait fait voir que les gens n'étaient pas au courant. C'est-à-dire, j'ai vu des émissions télé d'une stupéfiante bêtise ou naïveté ou malhonnêteté. C'est-à-dire que on commençait par nous expliquer, par exemple, que 70% des Français étaient favorables à la gestation pour autrui. Et puis ensuite, l'émission se mettait à parler, par exemple, de la FIV. Et là, on expliquait aux Français, alors que la FIV date des années 80, on expliquait aux Français ce que c'était que la FIV. Je me disais, c'est ridicule, on leur parle d'une technique qui a déjà 40 ans, il faut leur dire ce que c'est, et par contre, on fait confiance à un sondage qui leur demande leur avis sur une pratique qui n'est même pas encore légale. Donc, moi, je voyais bien qu'il fallait expliquer, et en particulier sur la gestation pour autrui. Par exemple, je trouve que ça, pour le coup, je trouve ça très réussi dans le livre, toutes les circulations qu'elle fait sur les sites de vente ou d'ovules. C'est vraiment parce que c'est réel, hein, je les ai vraiment faites et j'ai essayé de les décrire. Mais bien sûr, c'est très particulier dans un roman, donc il y a des gens qui ont trouvé que c'était didactique. Et je n'ai pas réussi à l'atténuer plus que la manière dont c'est dans le livre. Mais en tout cas, moi, ça m'a passionné de le faire. Et ça me paraissait à la fois novateur en littérature, intéressant. Et le personnage d'Alba, bien sûr, elle m'était nécessaire, puisque c'était mon parti pris, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est que je me souviens, quand j'ai écrit le livre, bon, d'abord, il a fallu écrire ce passage où elle dit au personnage masculin qu'elle est asexuelle et que la vie sans sexualité, c'est beaucoup mieux. Ça, j'ai adoré écrire ça. Je me suis vraiment mis dans sa tête et franchement, ça venait naturellement. Et pour vous dire, c'était drôle parce que l'été, pendant que j'écrivais le livre, ma fille était là en vacances avec une amie, donc elles avaient 30 ans à l'époque, hein, et, et je leur ai lu le passage. Et elles m'ont dit, ah, mais elle a raison, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit sur la vie sans sexualité. Donc, j'étais très contente de mon truc. Et ensuite, le problème essentiel que j'ai eu, c'était, est-ce que c'est crédible qu'un homme épouse cette femme qui lui dit, moi, non. Et là, j'interrogeais tous mes copains, je leur disais, qu'est-ce que vous faites si vous tombez amoureux d'une femme qui vous dit qu'elle ne fait pas l'amour? J'ai eu toutes sortes de réponses, c'était vraiment marrant. Mais ce qui m'a ensuite le plus servi, c'est que je me suis dit, je voyais la situation comme une symétrie. Je voyais par exemple une copine qui tombe amoureuse d'un vrai tombeur, un Casanova, un Don Juan,
dont tout le monde sait que dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il vous jette à la poubelle. Et toutes ses copines lui disent, non mais ça va pas, tu vas pas coucher avec ce type. Et je me dis souvent, ces types-là ont beaucoup de succès, ils plaisent aux femmes, et je pense que chaque femme se dit, moi, il ne me quittera pas, avec moi, il restera. Et je me disais, bah, lui, il va se dire, avec moi, elle couchera. Vous voyez? Oui, Et oui. je voyais les choses comme ça. Mais en tout cas, ça a été, c'est justement une des choses que je trouvais intéressante dans l'écriture, c'est qu'il fallait fonder, il fallait donner une vraie raison à tout ça. Et le fait qu'il ait perdu sa femme, alors qu'elle mettait au monde un enfant qu'il lui avait supplié de lui donner, ça le rendait très vulnérable et on pouvait comprendre qu'effectivement, de toute façon, il ne se disait pas tout de suite, on va avoir des enfants. Et donc, je trouve que le roman, pour ça, était bien fait et honnête, quoi. Ça paraît délirant, mais on peut l'expliquer. Et Donc, c'était tout ça à quoi j'ai travaillé, voilà. c'était la question de Zainab, justement, Ouais. si tu veux C'était faire. comment expliquez-vous le choix d'Alexandre d'épouser Alba alors qu'elle se prétend asexuelle? Bah, il y a aussi une autre chose qui était simplement la temporalité de l'amour. Je pense qu'effectivement, on peut décider de ne pas aller dans une histoire d'amour, mais il y a un moment où on ne peut plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on a le choix, mais ensuite, une fois que j'allais pas, si on prenait un langage psychanalytique, une fois que l'investissement libidinal a eu lieu, on ne peut plus se reprendre. C'est pour ça d'ailleurs très souvent qu'on est capable de vivre des histoires d'amour avec des gens qui vous font du mal, avec des gens qui ne sont pas pour vous, et personne ne comprend pourquoi vous êtes dans cet amour-là, mais vous y êtes. Parce qu'effectivement, vous avez investi votre libido, hein, vous vous êtes investi dans cette relation. Et pour moi, elle lui dit qu'elle est asexuelle, il est déjà investi dans cette relation. Oui, il a Donc, en dit fait, d'ailleurs. Il il ne a peut dit, pas se... oui, oui. Et Donc, il n'a qu'une solution, puisqu'il ne peut pas se reprendre, il ne peut pas s'en aller. Il n'a qu'une solution, c'est de croire qu'il va régler le problème. vous avez parlé de psychanalyse, je ne sais pas, enfin, c'est prétentieux de dire ça de ma question, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser. C'est le choix des prénoms. Ada, Alba, Alma, c'est un choix forcément délibéré. Oui, oui, bien sûr. Vous voulez dire quoi? Que une femme, c'est substituable? Que c'est juste un utérus et que le reste, voilà, je sais pas, j'ai Non, pas. non, mais c'est très, ça me fait plaisir que vous remarquiez ça parce que y a plein de significations à ce choix des prénoms en A. La Oui, première étant le fameux objet A de Lacan. Il y a aussi le fait qu'au tout début, j'avais appelé le livre l'objet d'amour. Et l'objet d'amour, c'était à la fois l'enfant et évidemment l'autre. Hein, et en particulier, dans l'amour et dans la sexualité, on fait bien de l'autre un objet sexuel et on a d'ailleurs envie de l'être à ce moment-là. Ça, je trouvais ça très intéressant, toute la question autour de l'objet. Et puis le reproche qu'on fait aujourd'hui de vouloir un enfant comme on veut s'acheter un objet, etc. Et donc, j'avais ce titre, l'objet d'amour, et donc l'objet A, et du coup, les prénoms en A. Et puis, effectivement, après, je crois que je pose explicitement dans le livre la question de la substituabilité, qui est un truc que je déteste, évidemment, que je trouve affreux. D'ailleurs, j'aime pas du tout, vous savez, ces sortes de vie amoureuse où il y a une espèce de répétition très rapide et on a l'impression que effectivement un amant ou une maîtresse chasse le précédent et il n'y a même pas de regret, il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien. Donc, bien sûr, les prénoms Ada, Alma, Alba, tout ça, c'était un petit jeu autour de ça, oui. oui. On fait toujours, je ne sais pas si Laure dirait ça, mais moi, je m'amuse toujours à des petits trucs comme ça. Par exemple, dans la conversation amoureuse, elle s'appelle Pauline Arnoux, comme Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale, mais ça ne s'écrit pas pareil. Elle porte une robe jaune alors qu'elle est blonde. Et dans La Princesse de Clèves, il est dit que les blondes ne doivent pas porter du jaune. Enfin, je fais des petits jeux comme ça, quoi. Ah, super, super. Et je En- m'amuse toujours. il faut vraiment être un lecteur chevronné pour peut-être, comment dire, Oui, réussir ce jeu oui. de piste. C'est l'auteur qui se distrait, j'imagine. En tout cas, je reviens à ma première question, celle où on ne sait pas
enfin, quelle est vraiment Je pense, ouais. voilà, votre opinion à vous et tout. Mais quand même, j'ai senti en lisant l'intimité que c'est quelque chose qui vous horripile, cette GPA. J'ai trouvé aussi, mais ça c'est mon avis, je ne sais pas si c'était comment dire, ça reflète votre avis à vous, votre sentiment. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé parce que c'est mon sentiment à moi. Un passage, un tout petit passage, parce que vous avez fait tellement comment dire, comment dire, parler de tellement de sujets que celui-là, il est passé peut-être un peu inaperçu, mais moi, je l'ai retenu, c'est par rapport à l'homosexualité. Vous dites, les gens ont oublié que l'homosexualité fut une contre-culture. Mon frère, c'est Sandra qui parle, Oui, oui, mon je me frère souviens n'en est bien. pas revenu que l'égalité hétéro-homo s'écrive dans un registre de mariage. À ses yeux, c'est vraiment la victoire du modèle traditionnel. On fabrique du même avec du différent. J'ai beaucoup aimé Bah ça. oui, ouais. Ouais, Oui, ben, je suis contente parce que c'est vrai que oui, pour moi, c'était vraiment intéressant parce que on a des idées avant d'écrire, c'est pour ça qu'on va vers un certain sujet, mais ensuite, le travail de l'écriture vous fait détailler tellement de choses et mettre au clair même vous-même des éléments. Et ça, moi, c'est ce que j'aime dans l'écriture. Et bien sûr, ce passage est un exemple, oui. Et moi, j'ai des amis homosexuels femmes qui n'en sont effectivement pas encore revenus. oui, oui. Vous voyez. Et, et ça, c'est pareil, si on a un peu une culture sur l'homosexualité et qu'on lit tout sur l'époque des Gouines Rouges du début du mouvement homosexuel bien avant le sida, bah oui, on voit bien que c'est un refus des formes traditionnelles et des contraintes de la famille aussi. Voilà. Voilà. Pour vous montrer que tout le monde en tout cas, certaines de nos membres ont lu toute votre œuvre, je vais vous poser une question de notre ami Heger qui se rapporte aux autres œuvres d'Alice Fernet. Elle vous dit, avec un sens aiguisé de la psychologie, preuve d'une connaissance profonde de l'âme humaine, vos textes depuis Dans la guerre, la conversation amoureuse, l'intimité, les autres, jusqu'à récemment Deux innocents, vous avez cherché à explorer le champ de la maternité, de la famille et du cœur, donc de l'intime. Qu'est-ce qui motive ce choix? Alors c'est drôle, c'est très gentil. Je trouve ça beaucoup trop louangeur. Je me dis pas que je connais l'âme humaine, mais en revanche, ce que je me dis, c'est que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les personnes, les sentiments et les sentiments dans les situations. Donc, mais voyez, par exemple, un jour, j'ai un ami qui qui fait de l'histoire sociale qui m'a dit en riant dans tes livres, il n'y a jamais rien sur la position sociale des gens. C'est vraiment effectivement un sujet, je m'en fous complètement. Est-ce qu'il est patron de telle boîte ou est-ce qu'il est. C'est pas mon sujet. Ça peut être un cadre obligatoire, mais c'est pas mon sujet. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments, la vie intérieure dans la vie humaine, finalement, dans des situations qu'on partage tous, hein, tomber amoureux, bon, être obligé de partir à la guerre, euh, se retrouver accusé à tort. C'est ça qui m'intéresse toujours, c'est de fouiller, bah, au fond, c'est quoi l'expérience concrète de la vie, hein. Alors, au début, la maternité, ça a été aussi un objectif, parce que je me souviens que quand je voulais écrire et que je n'écrivais pas, je m'étais fait la réflexion que nombre des auteurs femmes que j'admirais, parmi lesquelles il y avait Virginia Woolf, Carson McCullers, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, non, mais aucune n'avait eu d'enfant. Duras a eu un fils, mais franchement, il est tellement absent de toute son œuvre qu'on se pose des questions. Enfin, clairement, c'était pas une fibre dominante, même si elle a écrit des choses assez belles sur un avortement qu'elle avait eu, ou une fausse couche, je crois. Mais bref, je me disais, c'est incroyable, dans la littérature, qui a parlé de la maternité, c'est les hommes.
j'avais comme souvenir, vous savez, Zola dans l'Assommoir, il y a une scène d'accouchement à la fin qui est atroce d'ailleurs. Et puis, il y a quoi? Il y a dans Guerre et Paix, Tolstoï écrit effectivement un accouchement. Et je me disais, et les femmes là-dedans, alors même que c'est elles qui vivent ça, elles n'ont jamais écrit là-dessus. Donc, je m'étais fait un peu une mission de faire entrer dans la littérature le champ de la maternité. À l'époque, d'ailleurs, c'était très expliqué. On disait que les intellectuelles françaises, les écrivaines dignes de ce nom, etc., auraient crevé plutôt que de parler de maternité. Et je me souviens qu'il y a une historienne du corps qui s'appelle Yvonne Kniebiller qui avait appelé ça le syndrome Beauvoir. C'est-à-dire, on va quand même pas avoir des discussions de couche-culotte, c'est indigne, quoi, vous voyez. Et moi, je me disais, ben non, c'est pas indigne, c'est la vie. Donc, il va falloir trouver un moyen d'en parler. D'où l'élégance des veuves en particulier. Et donc, oui, je voulais faire ça. Et maintenant, vous voyez, c'est drôle parce que je me dis que, oui, en effet, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les relations avec les gens. La question de la sincérité, pour moi, est fondamentale. C'est-à-dire vraiment, j'aime pas l'idée qu'on n'ait pas compris ce que je dis ou ce que je ressens. Par exemple, vous voyez, une chose bête, quand je dis merci à quelqu'un, merci beaucoup, par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui m'a invité à dîner, et je sais que, ben voilà, que inviter à dîner, c'est du travail, du temps, etc. Je dis merci avec une vraie sincérité. Mais je me dis souvent, n'importe quel abruti qui s'en fout complètement, mais qui sait juste que ça se dit, va dire merci. Et c'est un truc, par exemple, ça qui m'a toujours fait de la peine. Je me dis toujours, j'ai vraiment envie que les gens comprennent ce que je ressens quand c'est comme ça, sincèrement, de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amitié, voilà. Donc, à mon avis, mes livres viennent de là, viennent du fait que je suis sensible à la qualité des relations avec les autres. Et pour moi, c'est finalement quand même ça, la vraie nature de la vie. C'est comment on se sent au milieu des autres et de la société. Zainab, une question pour conclure? Oui. Pardon. Si vous deviez choisir un roman qui vous tient particulièrement à cœur, lequel serait-ce et pourquoi? Alors, je vais vous dire, c'est extrêmement difficile pour moi de répondre parce que je lis tellement. Je lis à peu près entre 80 et 100 livres par an, très, très méthodiquement, en prenant des notes sur chaque, etc. Donc, j'ai plein de romans que j'aime beaucoup. Mais je vais vous en donner quelques-uns. Alors, bon, par exemple, j'ai lu 7 ou 8 fois Lord Jean de Conrad. Peut-être vous avez déjà lu, qui est l'histoire, un roman extraordinaire, qui est l'histoire d'un homme qui, dans sa jeunesse, a été pris dans une grave faute et qui, en fait, toute sa vie, cherche à cacher cette faute à laquelle il a participé. C'est un très beau livre. Récemment, j'ai relu un livre que j'aime beaucoup, du frère du prix Nobel Isaac Bashevis Singer. Le frère s'appelle Joshua Israel Singer. Et c'est quand même extraordinaire de penser que dans la même famille, deux frères ont écrit des livres aussi beaux. Et il a écrit un roman que j'ai lu déjà plusieurs fois et que je trouve extraordinaire, qui s'appelle La famille Karnowski. Ça s'écrit Karnovski, grec, qui est un livre qui commence dans la Pologne des années 20 et qui se termine à New York dans les années 50 et qui raconte l'histoire d'une famille juive de Pologne qui vient à Berlin, puisque les Lumières juives, la Haskalah, sont à Berlin, et qui se retrouve pris bien sûr dans la guerre et qui va émigrer à New York. C'est un livre extraordinaire. J'ai une grande passion pour Philippe Roth, dont j'ai lu tous les livres, mais alors comme tout le monde les connaît, moi je conseille souvent son deuxième roman, qui s'appelle Laisser courir, et qui est un livre, un roman qu'il a écrit alors qu'il était où il venait de finir sa thèse sur Henry James, et donc c'est un roman assez classique,
mais il y a des passages d'une telle vérité. On n'est pas en train de lire un livre, on est vraiment en train de vivre la scène. Et par ailleurs, le sujet est formidable parce que c'est l'histoire d'un bon garçon, je pense d'ailleurs qu'il est juif comme Roth. C'est l'histoire d'un bon garçon qui se trouve pris dans tout le temps des situations un peu inextricables. Et alors, il veut bien faire, mais c'est pas toujours évident. C'est un livre merveilleux. Qu'est-ce que j'aime encore beaucoup? Qu'est-ce que je pourrais vous... Alors oui, j'ai aussi un livre qui, encore pas un livre français d'ailleurs, mais qui pour moi est vraiment le plus beau livre que j'ai jamais lu sur la musique, qui est un livre de Richard Powers qui s'appelle Le temps où nous chantions. Ça, vous connaissez pas? Non. C'est très, très bon. C'est magnifique. C'est un gros, Moi, gros je, livre. moi, je l'ai lu, oui, c'est magnifique, oui. Ah, ben, c'est vraiment un livre Euh, magnifique. Par contre, je m'excuse parce que peut-être j'ai pas vraiment précisé dans ma question. En fait, c'était plus ce que vous deviez, si vous deviez choisir un roman parmi, parce que moi, j'ai lu beaucoup de vos romans et c'était plus Ah, c'était parmi parmi mes vos livres. romans. Oui, mais c'est pas grave Mais, parce que mais vous avez ne vous répondu inquiétez pas à la parce que c'était dernière question. la prochaine Ouais. question. Oui, Oui, oui. vous avez répondu à la dernière question du rituel de nos rencontres, mais c'était plus, parce que comme je l'ai dit, j'ai lu pas mal de livres, de vos livres, c'est lequel qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, c'était plus. Alors, oui, je dirais que j'aime beaucoup Les Bourgeois, qui est la suite de L'élégance des veuves, donc finalement à presque 25 ans d'écart, hein, qui est en fait un livre qui est sur, c'est l'histoire de la famille de mon père, et aussi bien l'élégance des veuves que les bourgeois. Et j'aime beaucoup la manière dont je l'ai traité. C'est un peu, ce sont l'élégance des veuves et les bourgeois. C'est un peu les deux livres où j'ai le plus laissé parler mon cœur, hein, on peut dire ça comme ça, et mes impressions de la vie. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le traitement historique, entre guillemets, c'est-à-dire pour moi, je le vois comme la traversée du siècle par une fratrie de 10 enfants. Mais je trouve que c'est un livre qui est réussi, je l'aime bien. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est mon préféré, oui. Et puis, je suis très fière, stylistiquement parlant, de Passer sous silence. Pour moi, Passer sous silence, c'est un livre où je ne suis pas du tout. C'est vraiment écrit à distance. Mais le style, je trouve, il n'y a pas il y a pas de défaut stylistique. Voilà. C'est ça mes deux impressions. En tout cas, vous avez répondu à la dernière question rituelle, comme elle a dit. Ah oui, mais par contre, il faut que je vous suggère quelqu'un. Oui, Et oui, alors j'ai une idée. Moi, une de mes écrivaines françaises, j'aime pas le mot préféré, mais que j'admire énormément et que je tiens pour la plus grande écrivain vivante, c'est Sylvie Germain. Ça vous dit rien? Ça s'écrit comme Germain, comme Monsieur oui. Germain de Camus, Germain, Sylvie Germain. Elle a écrit une trentaine de romans, hein. Elle est très très connue. Elle a eu le prix Femina pour son troisième roman qui s'appelait Jour de colère. Et moi, j'ai une passion pour ces trois premiers livres. Le premier s'appelle Le Livre des Nuits. Oui. C'est très littéraire, hein, mais c'est magnifique. Il y a Le Livre des Nuits, Nuit d'ambre et ensuite Jour de colère. Après, elle était chez Gallimard. Hein, elle a été découverte par Roger Grenier, qui était un grand éditeur. Et ensuite, elle est un peu tombée dans l'oubli. Et on avait reparlé d'elle quand elle est passée chez Albin Michel. Elle a eu un succès avec un livre qui s'appelait Magnus. Mais il se trouve que celui-là, j'ai jamais eu envie de le lire, je ne sais pas pourquoi. Et alors, elle est vraiment passionnante. Pour moi, c'est une très, très grande romancière, très originale. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus connue. Voilà, donc je vous conseille d'aller regarder. Ah, merci, merci beaucoup. Et je suis certaine que dès demain, déjà, Zainab, elle aura lu au moins un titre de Ah, Sylvie bah oui, Germain. Voilà. je ne sais Ah pas oui, puisque si c'est je le sais pas, week-end, donc ça je sera ne sais pas, possible. Zanab, si vous vous souvenez, parce qu'elle a été à l'origine d'une polémique autour du bac de français. Alors, c'était pas au mois de juin là, c'était en juin 2023. On a donné un extrait, justement, je crois que c'était de Jour de colère au bac.
et les lycéens n'ont rien compris. Ah, Alors que le Oui, je me texte, rappelle, oui. Ah, voilà, d'accord. c'était elle. Alors, elle a été assez dure Ouais. dans ses réponses, hein, parce qu'elle leur a dit qu'ils avaient qu'à travailler, je crois. Mais, mais c'était moi, ça m'avait fait un drôle d'effet, puisque je la lis depuis 1985. Donc, moi, euh, je me rappelle de la polémique quand ils ont eu André Chédid et qu'ils ne savaient pas que André Chédid, c'était une femme. mais oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et que justement, je ne sais pas qui c'est qui leur a dit, bah, vous n'avez qu'à bien travailler. Ah oui, mais c'est drôle. Bon, Oui. enfin voilà, pour resituer dans la modernité. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir conseillé plein de livres, même un livre qui parle de notre chère Tunisie. Donc, on va Ah bah oui, certainement oui, aussi, Parfum des voilà. étés perdus. Et, Bah, et moi, de vous, mon côté, je voudrais, comme je vois que vous êtes une grande lectrice, 80 à 100 romans par... J'arrive à peine à mes 55 par an, donc voilà, vous c'est êtes déjà une grande beaucoup, hein. lectrice. Je vais, comment dire, me permettre de vous conseiller un livre écrit par une auteure, une écrivaine tunisienne qui a eu beaucoup de succès quand il a été, donc dans sa version en arabe et qui a été traduit récemment et qui a eu beaucoup de succès aussi cette année. Il a eu, je crois, le prix de l'Institut du monde arabe qui s'appelle Le désastre de la maison des notables de Amira Ghenim. C'est une lecture que je vous conseille, comme ça vous déjà comme on dit, on vous remercie pour les conseils que vous nous avez donnés et puis ça nous fait Très, très plaisir beaucoup. de Le promouvoir désastre de la maison des notables. la... Vous me l'écrirez dans un mail. Oui, Et oui, quand tout vous à fait. aurez lu Parfum des étés perdus, vous me direz. Vous me Absolument, direz. absolument. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Ben, Merci merci à vous. Alice Fernet, Merci à tout le monde. d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre enthousiasme, pour votre richesse, parce que déjà, quand on lit, tout à l'heure, je voulais vous reprendre en vous disant non, on lit pas vos livres en 10 15 heures, non. On prend beaucoup plus de temps parce on se concentre, parce qu'on apprécie chaque mot, parce qu'on savoure, parce que c'est pas c'est pas un roman au sens classique, moi, je dis que il y a de la philosophie, on Ouais. dirait qu'il y a un essai, mais en même temps, il y a une histoire. Donc voilà, j'arrive pas à les classer. J'en ai lu que deux, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Merci beaucoup, Alice Fernet. Merci à mes chers amis. On espère vous recevoir pour votre prochain livre. Ben, surtout, si vous refaites un Zoom avec un auteur intéressant, vous faites comme avec Laure, vous m'invitez. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Pourquoi pas Sylvie Germain? Ah ouais, ça serait bien. Voilà. Oui, Et comme ça devient voilà le petit poussé qui met oui. voilà sème comme ça des idées et on glane dans ces idées. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment avec nous. Un excellent moment et puis je trouve que c'est très émouvant votre groupe international et amical en même temps. C'est merveilleux, vraiment. Et je me dis souvent qu'une des choses qu'on n'imagine pas quand on rêve au début d'écrire, on n'imagine pas qu'ensuite, effectivement, comme le dit très bien Barthes dans ses cours au Collège de France, le livre devient un objet qui voyage dans les maisons des autres et en fait, il devient comme un chemin, vous voyez, Oui. les livres, est-ce que j'aurais imaginé que j'allais vous rencontrer juste à cause d'un livre, hein. C'est Oui, miraculeux, je trouve. c'est le parcours, le fabuleux parcours d'un livre, effectivement, effectivement. Merci beaucoup, merci à toutes Merci à vous et puis et bonne à bientôt, journée. j'espère. Ouais, Merci. merci. Au Au revoir. revoir. Merci.